Nos invités pour la suite de l'émission, l'aîné Chris égale Louis Kamako et Dominique Lacmon parlaient de cette fondation pour la démocratie en Afrique initiée par la France, une fondation portée par l'universitaire camerounais Achille Mbembe et puis qui sera dirigée par le Sénégalais Souleymane Bachir Diagne. L'aîné l'a dit tout à l'heure, il y a des intellectuels africains qui sont derrière cette fondation. On essaie d'analyser cela et c'est Louis Kamako, le rédacteur en chef de Togo Breaking News, qui avait la parole. Oui, avant de revenir justement sur ces aînés ou bien ces intellectuels qui pilotent ce projet, je voudrais chuter sur ce que je disais tout à l'heure, que la France, la Russie en réalité, a pris des erreurs de la France. Donc, quand à 60 ans de l'indépendance, si les pays africains n'ont même pas l'occasion, n'ont même pas la chance d'élire facilement leur président, ça cause problème. Aujourd'hui, ceux qui dirigent nos pays africains, ce sont des gens qui dirigent le pays par procuration. Quand tu viens au pouvoir, il faut que tu ailles. Est-ce que c'est tous les pays, Louis Kamako? C'est pas aussi trop dur? Oui, non, mais c'est pas tous les pays, mais la majorité. La majorité, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dois faire un tour rapidement à l'Élysée pour recevoir des consignes. Et ça, tout le monde le fait. Vous allez vous rendre compte que les grandes décisions, ça vient de là. C'est pourquoi on pense que si un président n'est pas en bon terme avec Emmanuel Macron, si un président n'est pas en bon terme avec un président français, donc ça veut dire que il n'est pas validé, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, mais à un moment donné, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui ont su justement se démarquer de cette dictature métropolitaine là. Vous allez voir des présidents comme Patrice Talon, je l'ai toujours cité, qui n'est pas dans le réseau, qui est libre, qui fait ce qu'il veut et qui écoute, qui est attentif en fait à ce que veut son peuple. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Maintenant, quand on parle de la fondation de la démocratie, quelqu'un l'a dit, les Africains savent déjà ce qu'on appelle démocratie, mais sauf que c'est la France qui nous maintient dans cette posture-là. C'est la France qui fait qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas enracinée en Afrique. La bonne gouvernance dont on parle, c'est la France justement qui essaie de manipuler, entre guillemets, nos dirigeants pour qu'on n'ait jamais une bonne gouvernance. Est-ce que vous voyez? Donc les intellectuels dont tu parles, Achille Mbembe l'a dit au départ, a été, entre guillemets, anti-français, mais à un moment donné, il a été travaillé parce que Souleymane Diagne, qui est sur le projet, Souleymane Diagne Bachir Diagne qui est sur le projet, il est né le 9 novembre 1955 à Saint-Louis. Il a fait ses études primaires et secondaires à Van Volvoven. Et puis après, il est allé en France, lycée Louis le Grand, où il a continué ses études universitaires. Donc il est proche de la France. Bien sûr qu'il est proche de la France. Tout à l'heure, l'aîné Chris Ega a donné le nom de Nathalie Yams, par exemple. Justement, on parle des Occidentaux, mais elle a la nationalité suisse également. Voilà, ça c'est aussi un autre paire de manches. C'est-à-dire que le débat aussi, on doit souvent le tourner là-bas. C'est-à-dire que qui joue vraiment ce rôle? C'est qu'on ne sait pas. Mais je vais vous dire, je revenais justement sur M. Diagne, juste parce que lui, il fait partie de cette personnalité-là que Frantz Fanon disait dans son ouvrage « Peau noire, masque blanc ». Donc c'est ça, ça dit que c'est quelqu'un qui a une peau noire, mais en réalité qui est incorporé ou bien qui dégage les valeurs françaises. Et donc à un moment donné, puisque la France sait qu'il est de son côté, je rappelle que le monsieur a suivi les pas de Léopold Sédar Senghor qui déjà à très jeune enseignait le français aux Français. Ça veut dire beaucoup de choses. Un noir qui vient enseigner le français aux Français. Ça veut dire que je suis, moi, Wati, un Français vient de Lyon et il m'apprend le Wati. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est Diane-là, Souleymane Diagne a été dans ce rôle-là. Donc, à un moment donné, la France lui a envoyé, l'a envoyé au charbon. C'est lui, justement, qui va courtiser ces intellectuels-là qui, jusque-là, se sont montés radicaux. Et donc, on a pu pris dans le filet Achille Mbembe, les Nathalie Nyang et tout. Donc, c'est ça la logique, c'est ça la démonstration. Il y a quelqu'un qui est au front, à qui on remet des moyens justement pour faire le sale boulot. Donc, c'est pour ça que je dis que l'Afrique n'est pas encore sortie de l'ornière. Il va falloir qu'il y ait un changement de mentalité au sein de l'intellectuel africain d'abord, avant de pouvoir venir en fait aux dirigeants ou aux acteurs politiques même. Alors Dominique, on a l'impression qu'en Afrique aussi, les discours panafricains ou bien panafricanistes, ça dépend, nous emporte. Kémy Séba par exemple, il a la nationalité française. Quand on prend le jeune Gounti, il est en France, il aurait la nationalité française également.
ce sont ces personnes qui critiquent avec véhémence la France, au même moment qu'on voit Achille Mbembe, quand on voit peut-être Souleymane, le président de cette fondation, on peut facilement les critiquer parce qu'on a l'impression que la France les enrôle. Ah oui, c'est justement, c'est toujours ça la politique française. C'est juste pour faire un habillage. Quand on disait qu'on a lancé une fondation pour la démocratie, mais j'ai déjà dit ça ici, c'est quel type de démocratie? La France est en train de mettre sa stratégie pour colmater les Africains qui vont à l'encontre de ces principes. C'est une stratégie d'essayer de prendre ceux qui sont très radicaux envers la France, essayer de les rassembler là-bas sous forme qu'on est en train de faire un truc de potable, alors que c'est rien du tout que de l'habillage. Ce qu'on demande à la France, c'est de revoir ses accords avec l'Afrique. Ces accords depuis 60 ans d'années qui prennent l'Afrique et mettent l'Afrique sous la pauvreté. Les problèmes réels sont là. Il ne faut pas qu'on joue à l'habillage. Donc, ces Africains dont vous parlez, que l'autre a cité tout à l'heure, mais ils sont là-bas, c'est juste que la France les a payés. Moi, j'ai répondu directement à votre question. C'est des gens qu'on a payés pour venir jouer au boulot. C'est tout. Alors, Douai, je sais que vous êtes contre les coups d'État. Quand on voit aujourd'hui l'influence, si on peut le dire, qui est en train de grandir, l'influence justement de la Russie en Afrique, on prend Prigojine qui acclame les coups d'État. Il a acclamé ce coup d'État au Burkina Faso. En face, plutôt, on a l'impression que la France est aussi en train de jouer ses cartes. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est celle que j'ai eu à poser tout à l'heure à mon cher Dominique Lacmont. On a l'impression que certains sont en France ou bien sont en Afrique, ils ont la nationalité française, mais tirent sur la France. Ce n'est pas selon vous paradoxal? Ce n'est pas du tout un paradoxe, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'il y a les Français même de souche aussi. Certains Français de souche sont contre la politique. Et ça, ce sont les Français, parce que nous, on vise nos intérêts. Oui, ça ne veut pas dire que lorsqu'on a la nationalité française, parce que ils n'ont pas attendu peut-être d'avoir la nationalité française pour se mettre dans cette posture. Hein. C'est des gens qui sont allés en France, qui ont peut-être fait des études, qui ont travaillé et qui ont sans doute pris conscience à l'intérieur de la façon dont la France, qui comprennent peut-être mieux que beaucoup de personnes, parce qu'ils sont allés là-bas, ils ont vécu sans doute cette dichotomie, cette différence-là qui existe entre la France, les Français de France et les Français de l'extérieur, qui ont peut-être vié la chose. Débarrasser justement de cette nationalité, comme les la nationalité, ils l'utilisent sans doute comme un outil. Attention, il faut pas. Ils l'utilisent comme un outil. Ça leur facilite, par exemple, les voyages, etc. En ce moment-là, la nationalité devient un outil. On peut utiliser donc cette nationalité-là contre la France. Voilà. C'est une figure de style qui existe en judo. Vous utilisez la force de l'adversaire pour l'abattre. Ça existe comme tactique. Donc, ils utilisent aujourd'hui justement cette nationalité. Ils ont eu droit. Donc, ils l'utilisent comme tout autre Français. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'ils ont profité de la France, ensuite ils se retournent contre la France. Ils ont compris de la France ce que la France fait contre les Africains et ils sont quelques ratettes à s'opposer à la France. C'est quand même des actes de courage qu'ils posent. Il faut les en féliciter et dire qu'ils sont français, ils ont cette nationalité, ils sont opportunistes. Non, moi je dis qu'ils utilisent cette nationalité comme un outil de travail, comme tout autre outil de travail, comme un ébéniste utiliserait par exemple des clous, etc. On va chuter avec cette sortie de Prigojine que vous connaissez, l'homme de Wagner. Et c'est normal parce que pourquoi lui déjà il dit que il voudrait mettre ses états de service, ses expériences, ce qui a réussi en Centrafrique au service non seulement du Mali mais du Burkina. Il a dit clairement qu'il veut être invité au Burkina pour arriver là avec l'expérience qu'il a eu à mener. Il a eu ce coup d'État. Absolument, parce que et puis lui ne le fait pas en tant que personne, mais il le fait en tant que quelqu'un qui représente un État et qui est un bras armé de Poutine. Donc c'est la politique étrangère de la Russie qui est en train de conduire. Et un peut-être dernier mot pour terminer, c'est que quand on parle de cette ONG là, de cette fondation là, il faut qu'on parle aussi des finances. Et d'où viennent les finances pour cette ONG? Parce qu'on dit souvent que qui détient la bourse
vous détient la réalité du pouvoir. Le financement sera exclusivement français parce que vous avez constaté que quand on parle par exemple de l'Union africaine, qui est-ce qui finance l'Union africaine et qui interfère dans les décisions de l'Union, parce que les financements viennent des milieux occidentaux et forcément le pouvoir aussi, la décision du pouvoir aussi vient de ces milieux-là. Donc si aujourd'hui on dit que le financement de cette institution sera exclusivement français, il faut alors se dire que le pouvoir aussi viendrait de la France. Est-ce que ces intellectuels-là qui sont recrutés sur ce projet-là, c'est vrai qu'on a dit que c'est de l'initiative de Achille Bembe, mais le financement ne sera pas d'Achille Bembe. Or, celui qui va mettre de l'argent dans la cagnotte, c'est à lui que reviendraient des décisions. Est-ce que ces intellectuels seraient libres pour mener le combat tel qu'eux, ils l'entendent, ou bien ils le feront d'un commun accord avec la France, et c'est la France qui va prendre les décisions. Donc, déjà, au départ, le jeu est complètement biaisé. Allez, on a su bien planter la transition. On va parler du Burkina Faso, de la France, de la Russie, de la CEDEAO. Parmi les manifestants, le mardi 4 octobre 2022 à Ouagadougou, la capitale, chacun y est allé de son motif. Si certains sont sortis pour s'opposer à l'arrivée au Burkina Faso de la mission de la CEDEAO, d'autres étaient dans les artères pour réclamer un partenariat, surtout militaire, avec la Russie pour soutenir le jeune capitaine Ibrahim Traoré. Alors, on parlait justement de la France, on parle également de la Russie, c'est presque le même sujet. Hein. Louis Kamako, ces manifestations, comment vous les avez vues le 4 octobre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso? Non, mais il y a une liesse de fou, c'est une manifestation importante, la mobilisation a été importante. Et ça prouve à suffisance aujourd'hui que la plaie, elle est profonde au Burkina Faso. Ça veut dire que ce que cherche le peuple burkinabé ne l'a pas encore trouvé. C'est vrai que le pays est en proie au djihadisme, au terrorisme, on l'a toujours dit. C'est ce qui a fait qu'à un moment donné, Damiba a déposé Roch Christian Kaboré. Le peuple lui a fait confiance. Il a fait 8 mois, il n'a rien fait. Il tournait sur place, jusqu'à ce que le jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, ne vienne également le déposer. Donc là, ce que veut aujourd'hui le Burkina Faso, ou bien ce que veut le peuple burkinabé, c'est justement d'avoir ce président-là, ou bien ce dirigeant-là qui va justement résoudre les crises en fait profondes au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, en dehors de ce que je disais, de la crise sécuritaire, il y a aussi ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire qui sévit vraiment dans le pays. Donc, à un moment donné, dès que quelqu'un prend le pouvoir, par quel moyen que ce soit, aussi orthodoxe que soit-il, le peuple l'applaudit parce que le peuple voit en lui un Messie. C'est ce qui a justement justifié cette mobilisation-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que il faut dire que le jeune Traoré a tenu aussi un discours rassembleur. Il a tenu un discours entre guillemets populiste en fait, c'est-à-dire qu'un discours que le peuple veut attendre parce qu'il a dit que lui, il a été au front et il a vu des gens manger de l'herbe, il a vu des gens brouter de l'herbe et qu'à côté, il y a des gens qui sucrent sur le dos des pauvres populations. Ça veut dire que la guerre, la crise, ça profite à certaines personnes et donc dès que lui va prendre le pouvoir, maintenant qu'il est au pouvoir, il va essayer de remédier à tout cela. Il va essayer. On a vu des gens brandir les drapeaux russes aussi. Vous pensez aussi qu'il a su jouer sur les manifestants? Non, il n'a pas. C'est-à-dire que c'est quoi? Il faut. Puisque vous avez parlé de populisme tout à l'heure. Voilà, il faut aller à la genèse en fait du coup d'État de Damiba. Parce que les jeunes manifestants, oui, ne représentent Damiba pas tout le à un peuple. moment donné, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu ici que Damiba en réalité, il a commis une bêtise et qu'à un moment donné, on doit l'appeler, on doit l'interpeller pour lui demander des comptes. Parce que son coup d'État était un coup d'État de non-sens. Je l'ai toujours dit. Et celui-ci, comment vous l'aviez trouvé? Non, mais attendons de juger le jeune à travers ses résultats. Non, là, vous avez parlé du coup d'État. Vous Oui, n'avez pas parlé de ses actions. Mais justement, c'est Damiba qui a prêté le front à tout cela. Ce coup d'État qu'il avait fait n'avait aucun sens. Si des diplomates, si des gens, des personnalités ou bien des ambassadeurs ont eu le courage de monter au créneau, de féliciter ce coup d'État-là, ça veut dire que, en réalité, ce que je disais ici depuis là, tout le monde le pensait très bas. Ça veut dire que Damiba, en réalité, son coup d'État avait mis la sous-région en difficulté. Et donc aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Et Ibrahim Traoré, il est là, c'est juste peut-être redresser les choses.
Et je disais tout à l'heure que ça s'est senti dans son discours. C'est un homme de terrain. Damiba, justement, a été déposé parce que les gens pensent qu'il a une acquaintance avec la France. C'est ce qui justifie justement ces brancards-là, ces messages-là qui appellent. Mais c'est parce que Ibrahim Traoré, lui, l'a dit. Il dit c'est un problème interne. Hein. Oui, c'est un problème. Non, mais je reconnais qu'il vient de l'armée. Il a même dit qu'il était désigné comme chef de guerre. Il a maintenant des élans d'un président de la République. Oui, mais ça, c'est un élément de langage hein, pour quelqu'un qui vient de l'armée. C'est à l'armée, comment on l'appelle, c'est la grande muette. Tout ne se dit pas. Ne n'attendez pas que Ibrahim Traoré vienne vous dire, en fait, les réelles motivations de l'acte qu'il a posé. Mais en réalité, il est là, il est soutenu par des gens. C'est un ensemble, c'est un mouvement d'ensemble. La conséquence sera individuelle, mais dès que ça arrive, il faut forcément que quelqu'un ait le courage de se présenter et de dire que je suis l'érigé justement de cet acte-là. C'est ce que lui, il a fait. Maintenant, la Russie, justement parce que je le disais, Damiba a été accusé d'être de connivence avec la France. De la France. Et on a vu la manière dont il est en train de gérer le dossier Blaise Pascal, Blaise Compaoré. On a vu l'allégeance qu'il est en train de faire à Ouattara. Et on a vu la manière dont il est en train de conduire la transition. Donc c'est ce qui n'a pas plu justement au peuple burkinabé, c'est ce qui n'a pas plu en fait à ses frères d'armes qui justement ont jugé bon de le déposer. Donc vous comprenez que pour les peuples burkinabés, c'est la France qui a leur problème et donc ils vont vouloir à tout prix chasser la France pour la remplacer avec la Russie. Alors Dominique, je vous ai vu remuer la tête. Hein. C'est finalement, selon vous, facile d'accuser chaque fois la France. Ce que j'ai pu comprendre, parce que ce que Ibrahim Traoré a dit, on l'a écouté, on a vu Damiba partout. Hein. Il était au Togo, à Lomé, il a discuté avec le président Faure. On l'a vu à Niamey avec le président Bazoum. Même à Bamako avec le président Assimi Goïta, également en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Selon des sources, il a rencontré même Sergei Lavrov aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que selon vous, il était proche de la France? Non, en fait, Ibrahim, le jeune militaire actuellement en train de faire aussi la même chose, c'est de la supercherie, tout simplement. Moi, je suis pas en train d'aller dans le même sens que mon frère, lui. Mais tu sais, ces militaires burkinabés en train de nous montrer une sale face. C'est une armée désorganisée qui est animée de l'égoïsme et qui ne veut pas vraiment faire la fête du peuple. Quand on dit le peuple burkinabé en train de sortir, qui est ce peuple-là? Ce peuple, quel peuple? Mais on a quand même vu des jeunes. Ils ont les drapeaux russes, Dominique. N'oubliez pas que le Burkina, 40% des territoires sont occupés par les terroristes. Et quel est ce peuple qui peut sortir, applaudir ces coups d'État qui s'enchaînent? Tout le peuple ne peut pas sortir. Même si ce sont des centaines, on voit l'attachement à la Russie. Des militaires qui sont là à faire une lutte de leadership à la tête de l'État parce que le départ de Blaise Compaoré a été brusque. Blaise Compaoré n'a pas su assurer son arrière avant de quitter le pouvoir. Et vous avez vu, juste après le départ de Blaise Compaoré, ces militaires-là, c'est là-bas où ils ont commencé leur guerre de leadership. Il fallait que ça soit un chef d'état-major qui devait prendre le pouvoir, mais malheureusement, c'est tombé sur un colonel qui dirigeait un camp, j'ai oublié son nom, Isaac Zida. Isaac Zida qui est actuellement au Canada. Qui a pris les règnes du pouvoir après le départ du Blaise avant qu'il ne descende être Premier ministre. Et puis Gilbert Diendéré, on l'a vu également. Et puis un président civil a pris, mais Michel Kafando. Gilbert Diendéré les a déposés sous la pression. Tout ça, c'est pour ne pas faire l'histoire. C'est des militaires actuellement qui sont en train de se livrer à une guerre de leadership. Au lieu d'aller au front pour sauver le peuple, et ce peuple qui se sent morveux, tout le monde pense que si quelqu'un arrive, il fera leur affaire. C'est faux. Ce capitaine actuellement de 34 ans, je vous avais dit ici que Christian Kaboré, mais avec tout ce mal qu'il a fait, n'ira pas loin. Damiba voulait dire. Damiba, pardon, n'ira pas loin. Il a déposé Christian Kaboré. Mais actuellement, le capitaine qu'il a déposé, c'est aussi de la supercherie. Il est en train de jouer. Juste au lieu, il laisse la réalité de ce que le peuple veut. Au lieu d'aller au front, combattre le terrorisme, il se joue la guerre de leadership et faire croire au peuple burkinabé qui sont aux cheveux de leurs problèmes. C'est faux. Actuellement, il parle
des relations avec la France, avec la Russie. Non, je parle de ça, la relation d'Amiba avec la France, la Côte d'Ivoire et tout. Mais lui, il est arrivé. Ça dépend de quel type de relation il en a. Mais ici, tout de suite... Et ce sont des pays de la sous-région. Voilà, il peut aller, il peut visiter tout le monde. Cela ne veut pas dire... Mais si nous ne voulons pas la France, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas entretenir des relations également avec la France. Nous devons tenir des relations, mais quel type de relations? Ce n'est pas parce qu'on va avoir d'Amiba en France qu'on dit que non, ils sont en rapprochement avec la France. Non, ce n'est pas ça. Nous ne devons pas tout de suite dire qu'on refuse toute relation avec la France. C'est que nous voulons de la France que les relations soient gagnantes. Que la France ne vienne pas exploiter l'Afrique. Ce n'est pas du cadeau que les Russes vont venir faire à l'Afrique également. Donc il faut que nous Africains, moi-même je suis panafricaniste, que nous savons faire la part des choses, que d'accompagner des militaires qui sont là à faire une guerre de leadership pour venir faire croire qu'ils sont là pour la cause du peuple. Je pense que c'est rien que de la supercherie que ce militaire est en train de faire à la tête de... Alors, doyen, guerre de leadership, parce qu'on parle là-bas de partenariat avec la Russie, on revient sur la Russie, visiblement, le peuple est en train de demander la Russie, parce que j'ai écouté les gens, ils disent que le pays est coupé, c'est de l'insécurité partout, et les Russes savent mettre de l'ordre là où il y a le désordre, surtout sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous croyez à ce partenariat? Vous le voyez également. Une réaction également sur la situation de la CEDEAO parce qu'elle a été bloquée carrément à l'aéroport de Ouagadougou le 4 octobre dernier. Oui, parce que vous savez, moi je suis pour la diversification des partenariats. Vous savez que les maux dont l'Afrique a souffert dans son ensemble, cela est dû au fait qu'il y a eu rapt même de ces relations-là que l'Afrique aurait pu tisser avec de multiples partenaires. Il y a eu tout simplement confiscation de ces relations-là par la France, par l'ex-pays colonisateur qui a géré les pays africains comme des précarés, des territoires auxquels personne d'autre ne doit toucher si ce n'est la France. Je crois que la diversification des partenariats aujourd'hui s'impose en ce sens que ce que vous ne pouvez pas obtenir d'un partenaire, vous pouvez l'obtenir de l'autre côté et l'obtenir à moindre coût parce que lorsqu'il y a concurrence, forcément cela bénéficie à l'acheteur. Je crois que c'est d'abord dans ce sens que moi je fais la lecture de la chose. Lorsqu'il n'y a pas concurrence, on vous sert un mauvais produit et vous n'avez pas la possibilité de changer, de refuser parce que justement vous n'avez pas le choix. Se donner le choix aujourd'hui, c'est se donner des partenaires comme la Chine. Il n'y a pas que la Russie, comme la Chine, comme la Turquie qui s'invite aussi dans cette danse-là, et comme la Russie. Aujourd'hui, nous avons une fixation sur la Russie parce que justement, il y a cette confrontation, entre la Russie et les pays occidentaux dans ces pays africains où la Russie s'invite. Sinon, la Chine aussi fait la même chose. L'Inde, dans une moindre mesure, et la Turquie qui a fait, vous le savez très bien, une tournée. Le président turc a fait récemment une tournée aussi en Afrique, qui a rencontré les présidents africains qui étaient même venus au Togo. Et vous vous rappelez quand même de quelle façon il a été accueilli au Togo avec drapeau, avec serpentine, etc. Donc vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, ce qui a pignon sur rue, c'est la diversification des partenariats. Et bien entendu, cela ne peut pas plaire aux Français parce que ce sont les Français, c'est le terrain que les Français perdent, que les autres sont en train de gagner. Donc là où la Russie avance, c'est les anciens partenaires qui reculent. Et je vois d'un très bon œil cette diversification des partenaires parce que cela amènerait l'ex-pays colonisateur, la France notamment, à être moins hautaine parce que jusqu'ici la France nous a pouponné, la France a infantilisé les présidents africains, leur a imposé une politique donnée et on l'a dit au départ, Kamako l'a dit que si vous êtes président, il faut aller chercher l'onction à l'Élysée avant de revenir. Donc aujourd'hui ça ne peut pas être le cas et déjà nous devons crier hurrah parce que nous avons au moins gagné qu'il y ait diversification, surtout que la France est en difficulté. Donc on profite pour aller vers d'autres partenariats. Mais l'expression, par exemple, des Burkinabés sur le sujet tout à l'heure, doyen, on a l'impression qu'on a envie de chasser la France. C'est ce que Dominique a essayé d'expliquer. Chasser la France, surtout sur le plan sécuritaire.
et on laisse la Russie faire le Non, job. non, du Est-ce tout. possible? Il faut maintenir dans le jeu de ce partenariat toutes les puissances qui ont quelque chose à donner. C'est-à-dire, lorsque sinon, on dirait que vous avez chassé le sorcier pour gagner, et comme on dit, le voleur. Donc, il faut justement maintenir tous ces partenaires-là pour jouer les uns contre les autres. Lorsque, avant de gagner la Russie, vous chassez la France, la Russie ne vient pas ici pour les intérêts du Burkina Faso ni pour les intérêts du Mali. On a dit, je crois que De Gaulle avait bien dit que les nations n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis. Il faut que les Africains aujourd'hui comprennent cela, que la Russie ne peut pas venir développer ni le Burkina Faso ni le Mali, mais aujourd'hui, les Maliens et les Burkinabés ont beau jeu parce qu'ils peuvent jouer la France et la Russie contre la France et incommoder justement la France là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le choix en multipliant les partenaires, ce choix-là que nous n'avions pas avant. Vous appréciez par exemple ce que fait le président Patrice Talon parce qu'il a sollicité des Rwandais? Absolument, c'est ce que nous appelons les relations sud-sud. Lorsque vous n'êtes pas capable de faire entre vous ce que vous voulez faire avec les autres qui sont de l'autre côté de l'hémisphère. Or, on l'a très bien dit. Vous savez, il y a un exemple frappant. Lorsque on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un plan Marshall au niveau des dragons d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire la Corée du Sud, etc. C'est un plan Marshall qu'il leur a fallu pour se relever. On a amené là-bas la technologie, les finances pour reconstruire ces pays-là. Ça, on n'a jamais fait cela en Afrique. Lorsque nous prenons par exemple la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on a dépensé des centaines de milliards déjà en Ukraine, mais nous, au niveau du G5, on a cherché des financements là-bas. On n'en a jamais trouvé. Sur 20 milliards, on n'en a déboursé que 1,5 milliard. Vous comprenez que le genre de rapport que l'Occident entretient avec nous, il n'entretient pas le même rapport avec les pays occidentaux, ni même avec les pays d'Asie. Donc, il est clair que ces pays-là ne viendront jamais développer. Donc nous devons être malins, les jouer les uns contre les autres et en tirer meilleur parti. Sinon, que ce soit la France, le seul partenaire, non, ça ne nous arrange pas. Mais exclure aussi la France de ce partenariat multiple, ça ne nous arrange pas non plus. Alors, on est à 1 minute de la pause justement pour le journal. Doyen, je vous ai posé une question. Ces réactions même contre la CEDEAO, on a l'impression qu'on fait tout cela à la CEDEAO parce que on voit la France en face de la CEDEAO. Bien entendu, c'est-à-dire que lorsque vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, quels sont les ténors de la France et de quels pays sont-ils proches? Lorsque vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, qui est-ce qui font la loi là-bas? C'est Ouattara qui fait la loi là et Macky Sall qui fait la loi là-bas. Bon, le président ghanéen, Akufo, lui, dans une... Donc, on identifie justement... Et le Nigeria dans tout cela, le grand de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que là où les pays francophones se battent entre eux, il est difficile au Nigeria de pouvoir exécuter l'ordre. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus présents dans la CEDEAO, ceux qui sont très influents dans la CEDEAO aujourd'hui sont ces présidents qui sont proches de la France. Et on identifie la CEDEAO à ces ténors-là qui ne passent pas inaperçus. Le rapport... Sissoko Embalo, lui, il est très proche du Sénégal, du Mali, et c'est celui-là qui le maintient au pouvoir. N'eût été les interventions du Sénégal, je ne crois pas qu'il va avoir une gouvernance, une président facile. Donc, vous comprenez, il est aligné sur les ténors dont je parle. Et c'est quand ces ténors, la CEDEAO débat quelque part, on va débarquer dans Ouattara. Si c'est au Mali, il n'a pas le droit de citer. Si c'est au Burkina, il n'a pas de citer. Donc, c'est clair que la CEDEAO arrive à l'aéroport et que la CEDEAO soit bloquée à l'aéroport. Ceux qui sont arrivés, on estime que ce sont des gens qui sont proches de la France, qui sont dans la France-Afrique avec la France, qui sont arrivés. Et comme la CEDEAO là n'a pas bonne image ces derniers temps, vous comprenez que tout cela puisse se passer. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités Chris Ega, Louis Kamako et Dominique Lacmon.